Alors, nous terminons dans cette vidéo le grand du culture, hein, avec la problématique de notre nature. Alors, dans cette première partie, donc, la culture comme conditionnement, je vous propose, après avoir étudié la thèse artificialiste de Protagoras, de chercher des exemples un peu plus contemporains de cette représentation de la culture, du rôle de la culture. Alors, je vais prendre deux exemples, en fait, l'un dans le petit 3, le suivant dans le petit 4. D'abord, ce sera un rappel, la construction des identités. C'est quelque chose que nous avions déjà vu. C'est-à-dire que chaque société a sa définition des identités, c'est-à-dire du viril et du féminin, les identités de genre, hein. Chaque société en a sa vision particulière et donc c'est en fait la culture dans laquelle on vit qui nous impose finalement un mode d'être masculin ou féminin qui eût été différent si on avait vécu dans une autre société ou dans une autre époque aussi, hein. Bon, alors des exemples bien connus de cela, ce sont par exemple les standards de beauté, les règles, les canons de beauté, hein, aussi bien pour ce qui constitue donc le féminin que le masculin, qui sont extrêmement variables d'une société à l'autre et même d'une époque à l'autre. Songez, je ne sais pas, oui, par exemple, au canon de beauté, variable, pour la beauté féminine, par exemple, selon les sociétés, ou encore selon les époques. Par exemple, en ce qui concerne l'embonpoint ou au contraire la maigreur, hein, voilà, même à l'intérieur simplement de la société française, voilà ici un indice qui a extrêmement varié selon les époques, hein. Tantôt, selon les époques, on considère l'embonpoint comme quelque chose de magnifique ou au contraire comme quelque chose de très laid, hein, et inversement. Inversement, pardon, pour la maigreur. Euh, on pourrait faire exactement le même constat en ce qui concerne les hommes. Les standards de beauté ne cessent de varier selon les époques à l'intérieur d'une même société. Bon, et à plus forte raison d'une société à l'autre. Alors, oui, tiens, on pourrait aussi faire remarquer que cette question, par exemple, aujourd'hui, se voit particulièrement à travers la carnation, la couleur de la peau, le bronzage, hein. Bon, aujourd'hui, c'est une valeur qui est recherchée, c'est une façon de montrer, enfin dans notre société, hein, une façon de montrer on peut se payer le loisir d'aller à la plage, d'aller à la mer, de faire des voyages et donc de revenir bronzé, façon de le montrer, ou d'aller au ski. Tandis que pendant très longtemps, en fait, au contraire, le teint aller signifiait en fait la vie des champs, la vie l'extérieur et donc une classe sociale, l'appartenance à la paysannerie, hein. Donc quelque chose qui pendant longtemps était connoté négativement au contraire. Et aujourd'hui, on voit à travers le monde aussi des réactions extrêmement différentes par rapport à la clarté ou au contraire au teint foncé, à la clarté du teint ou au teint foncé. Par exemple, voilà, il y a euh, des pays d'Afrique dans lesquels en fait les femmes essayent par tous les moyens de se blanchir la peau, même en utilisant des produits qui sont parfois très dangereux pour la santé, et alors que en Europe, au contraire, voilà, hommes et femmes cherchent souvent à arborer un bronzage le plus parfait possible, hein. Bon, alors ces choses-là sont bien connues, mais enfin bon, ça veut dire qu'en fait, ce qui est considéré comme beau et ce qui est considéré comme laid n'est pas naturel, hein. Ce qui est considéré comme beau et comme laid dépend de valeurs culturelles qui changent avec les époques et qui contiennent donc une part d'arbitraire. Plus généralement, on pourrait considérer que l'identité de genre, c'est-à-dire ce qui est considéré comme masculin et comme féminin, n'est pas déterminé par la biologie, mais au contraire est construit par la société. C'est, je crois, vraiment le mérite de Simone de Beauvoir de l'avoir montré euh, très en détail dans son ouvrage Le deuxième sexe en 1600. Avec certains d'entre vous, peut-être pas avec toutes les classes, donc je peux peut-être pouvoir et donc le deuxième sexe qui est donc une façon de traiter de la fabrique de la féminité. Le deuxième sexe, c'est
c'est l'identité féminine, hein, et la thèse de Beauvoir dans son livre, c'est que on ne naît pas femme, on le devient. Citation très célèbre, souvent prise à contresens, en croyant qu'en fait c'est un éloge de la féminité, c'est formidable de se maquiller, de mettre des bijoux et tout. Non, en fait c'est pas du tout ça que veut dire Beauvoir. Simone de Beauvoir signifie par là que en fait l'identité féminine est une construction sociale, hein, et que aucune femme n'arrive au monde enfant avec le désir de maternité, par exemple. Ça c'est typiquement une construction sociale, hein, et ce n'est pas un destin naturel. En fait, Beauvoir conteste l'idée qu'il y a un destin biologique, c'est-à-dire qu'en fait, il y ait une fonction des femmes qui soit déterminée en fait par leur organisme, détermination, leur déterminisme sexuel, hein. Et donc voilà, dans son ouvrage, euh, elle essaye d'expliquer comment, par quelle suite de circonstances historiques s'est construite une certaine idée du destin féminin comme vraiment une nature, une essence, hein, qui dominerait les femmes, qui ne serait absolument pas en leur pouvoir et qui les déterminerait à une certaine existence, c'est-à-dire une existence domestique, à s'occuper des enfants, du foyer, etc. Et évidemment, si elle explique comment ces fonctions se construisent historiquement, c'est pour contester, bien sûr, contester cette idée d'une fatalité, d'un destin féminin, hein. Autrement dit, voilà, les identités sont construites par la société, elles sont imposées par la société, et évidemment, on ne demande pas aux petites filles leur avis sur cette question, hein. C'est-à-dire, encore une fois, que ici, la culture nous impose en fait un certain nombre de fonctionnements, de normes, de valeurs, de croyances, hein, qui présentent quelque chose d'arbitraire, hein, et qui ne sont pas voilà, une fatalité, et qui peuvent même pardon, contribuer euh, à, à supprimer la liberté des sujets. Alors, je veux dire, pardon, hein, pour à nouveau trouver un autre angle pour contester en fait la notion de culture. C'est une thèse là aussi du XXe siècle, hein. En fait, ce que je veux, c'est vous montrer un peu que la thèse artificialiste peut être considérée comme quelque chose qui traverse les époques, hein, et dont on trouvera, excusez-moi, des exemples et des illustrations, voilà, à tous les âges. Alors, oui, ici, je voudrais vous présenter brièvement la thèse de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, un sociologue et philosophe français du XXe siècle, qui explique que finalement ce qu'on considère comme les grandes œuvres de l'esprit, les grandes valeurs culturelles au sein d'une société, ne sont pas des valeurs en soi, des valeurs naturelles, hein, mais qu'au fond c'est un certain fonctionnement social qui les impose, hein. Alors, pour le montrer, en fait, il explique, alors bon, il explique, pardon, que en fait, les goûts artistiques, les valeurs culturelles sont très variables en fait, en fonction des classes sociales, en fonction de l'appartenance sociale des hommes, hein, et que en fait, les hommes et les femmes sont assez fatalement déterminés par des goûts en fait qui reflètent leur position dans la société. Et il explique que, par exemple, plus on s'élève à travers la société, à travers les couches sociales, et plus, par exemple, on trouvera un goût prononcé pour l'art abstrait ou pour les formes les plus contemporaines de la création. Et à l'inverse, plus on va vers les milieux modestes et populaires, et plus on trouve de défiance vis-à-vis de l'art contemporain, et au contraire un attachement à des valeurs esthétiques jugées plus traditionnelles, plus classiques, hein. Et alors, si vous voulez, il fait tout un tas d'enquêtes pour montrer cela, pour étayer son jugement, pour montrer donc qu'il y a une variabilité sociale des goûts et des valeurs esthétiques. Autrement dit, alors il en conclut que les jugements de goût, hein, les jugements de goût en termes artistiques, en termes esthétiques,
sont en fait des marqueurs sociaux, hein, qui sont déterminés donc par notre situation à l'intérieur de la société, et qu'en fait ils constituent des façons de se marquer ou de se démarquer, hein, à l'intérieur du champ social, pour signifier en fait son appartenance. En fait, c'est toujours une forme de snobisme, hein, que les jugements culturels, sur une façon en fait indirecte de revendiquer son appartenance à un endroit de la société, si bien qu'en fin de compte, on ne peut pas, c'est en cela que Bourdieu s'inscrit dans le mouvement du constructionnisme, hein, on ne peut pas attribuer en fait une valeur en soi, une valeur de vérité au jugement de goût, puisqu'ils ne font jamais qu'exprimer des usages culturels arbitraires, hein, des usages sociaux qui sont arbitraires. C'est ça la logique de la distinction, entre guillemets. La distinction, c'est le titre justement du livre qu'il écrit pour expliquer cette thèse, hein, dans la distinction, excusez-moi, il explique que les jugements de goût artistiques sont toujours une façon de se distinguer, c'est-à-dire de se positionner socialement, hein. À titre d'exemple, on peut prendre par exemple le cas de l'orthographe, hein. Il est vrai que l'orthographe en France a été conçue pour marquer socialement les positions, c'est-à-dire que à une époque, en fait, on pouvait écrire à peu près comme on voulait, avec des orthographes extrêmement variables selon les mots, même des règles de grammaire et des règles d'accord qui étaient plus souples que celles qui sont en vigueur aujourd'hui. Et puis, en fait, au XVIIe siècle, on a fixé les règles de façon délibérément compliquée, les règles d'orthographe. On a ajouté par exemple des Y, des PH, là où il y avait simplement des T et des F, hein, pour délibérément bien faire la différence entre ceux qui ne connaissaient pas les subtilités et ceux qui, au contraire, les maîtrisaient, hein. Et donc, c'était évidemment une façon de faire valoir en fait la distinction, donc finalement une forme de snobisme, hein, pour faire valoir l'appartenance aristocratique, hein. Il y a une orthographe aristocratique et une orthographe populaire, hein. C'est vrai que l'orthographe française s'est formée de cette façon-là. Et donc, il en conclut, Bourdieu en conclut, que finalement, voilà, par exemple, sur les règles linguistiques, elles sont par définition arbitraires, hein, euh, et, euh, et elles nous sont imposées sans qu'on l'ait vraiment demandé. Donc, c'est vraiment une façon de brimer et d'imposer une honte sociale finalement à ceux qui ne maîtrisent pas les codes, hein. La culture, c'est une affaire de codes sociaux, hein, et malheur à celui qui ne sait pas les maîtriser, hein. Voilà. Bon, je m'arrête là pour cette vidéo. On a terminé le grand 1, c'est-à-dire l'exposé de la thèse artificialiste, et nous allons à présent nous interroger pour savoir si vraiment on peut aussi radicalement opposer ainsi la culture et la nature, le naturel, hein, et pour savoir si vraiment la culture est une violence qui est infligée à notre nature. Voilà, je m'arrête ici.